Un père célibataire sans le sou qui essayait de vendre le jouet préféré de sa fille, fabriqué à la main, sur un marché, ne s'attendait pas à ce que la mystérieuse femme qui l'achetait soit une milliardaire solitaire qui allait changer sa vie à jamais. Avant de commencer, nous avons besoin de vos commentaires. Nous apprécions vos suggestions pour améliorer nos histoires. N'hésitez pas à nous faire part de vos impressions afin que nous puissions progresser ensemble. Si vous aimez la vidéo, n'oubliez pas de la partager avec vos proches. La Sûre dansait dans les rayons de lumière matinale qui traversaient la fenêtre du garage. Chaque particule était le fantôme d'un arbre qui s'était autrefois dressé fièrement. Léo était assis sur un tabouret usé, le dos endolori par une douleur familière, ses mains bougeant avec une grâce qui contrastait avec leur texture calleuse. Il sculptait un oiseau, un petit roitelet avec les ailes à demi déployées, comme s'il était pris dans un moment de décision entre rester ou s'envoler. Le bois était du bouleau, lisse et pâle, et sentait la terre froide et les nouveaux départs. Il avait trouvé la branche tombée dans les bois derrière leur petite maison louée, un cadeau de la tempête qui était passée la semaine dernière. Sa fille Maya était assise par terre à côté de lui, une pile de livres formant un trône branlant à côté d'elle. Elle avait 7 ans, avec des yeux qui reflétaient la profondeur tranquille d'une vieille âme et un rire qui pouvait briser le silence le plus épais. Elle ne le regardait pas directement, mais il pouvait sentir sa présence comme un bourdonnement faible et régulier, l'encre dans les eaux agitées de sa vie. Elle coloriait, la langue dépassant du coin de sa bouche, concentrée, tandis qu'elle remplissait une page d'un tourbillon de bleu et de vert impossible. Il jeta un coup d'œil au roitelet à moitié terminé qu'il tenait dans ses mains, la tête penchée avec une expression curieuse, presque pleine d'espoir, qu'il n'avait pas l'intention de sculpter. C'était son préféré. Elle l'avait appelé Pip. « Pip est-il prêt à voir le monde, papa ?» lui avait-elle demandé la veille au soir, ses petits doigts traçant la courbe inachevée de son aile. Il avait souri, un sourire fatigué qui n'atteignait pas tout à fait ses yeux, et avait répondu « Presque, ma chérie, il est juste un peu timide. » En réalité, c'était Léo qui était timide. Timide face aux chiffres qui lui criaient dessus depuis la pile d'enveloppes posée sur le comptoir de la cuisine. Celle avec la bordure rouge, envoyée par le propriétaire, était la plus bruyante. Loyer dû, dernier avis. Des mots qui lui semblaient être des pierres dans sa gorge. Il avait perdu son emploi à l'usine de meubles 3 mois plus tôt, lors d'une réduction des effectifs, le travail ayant été délocalisé à l'étranger, là où la main-d'œuvre était moins chère et les rêves moins grands. Depuis, il survivait grâce à des petits boulots, réparant une clôture cassée ici, une étagère bancale là, et grâce aux petits jouets en bois complexes qu'il sculptait dans son garage. C'étaient de belles choses, principalement des animaux, chacun avec une personnalité qui semblait émerger du grain même du bois. Mais la beauté ne payait pas les factures. Il passa son pouce sur le dos du roitelet, sentant le grain lisse et parfait. Il devait le vendre. Il devait tout les vendre. Cette pensée lui pesait lourdement sur le cœur. Ce n'étaient pas seulement des jouets, c'étaient des histoires, des morceaux d'une vie qu'il essayait de maintenir ensemble avec de la colle à bois et de l'espoir. Chacun d'entre eux représentait une conversation qu'il avait eue avec Maya, un souvenir d'une promenade dans les bois, un après-midi tranquille passé dans le sanctuaire commun de ce garage poussiéreux. Les vendre, c'était comme vendre des morceaux de leur histoire, un petit animal à la fois. Il regarda à nouveau Maya. Elle fredonnait maintenant, une mélodie sans début ni fin. Elle ne savait rien de l'enveloppe rouge. Elle ne savait pas que le garde-manger ne contenait plus qu'un sac de riz à moitié vide et quelques boîtes de haricots. Elle savait juste que son père pouvait faire de la magie avec du bois, qu'il pouvait fabriquer des oiseaux qui semblaient pouvoir chanter. Il posa délicatement le roitelet, prit un papier de verre à grains fins et commença à en lisser les bords, ses mouvements lents et délibérés. Il allait le rendre parfait. C'était le moins qu'il puisse faire pour une partie de son cœur qu'il s'apprêtait à donner. La décision s'était installée dans sa poitrine pendant la nuit, comme un nœud froid et dur qui ne se dissoudrait pas avec le café du matin qu'il n'avait pas les moyens de se préparer. Il devait aller au marché. Le marché artisanal du samedi sur la place de la ville était un endroit animé et chaotique, rempli de potiers, de peintres et de femmes qui tricotaient des chapeaux ressemblant à des légumes. Ce n'était pas son univers. Son univers était le parfum discret des copeaux de cèdre, le râpage patient d'une lime contre le bois, la concentration solitaire nécessaire pour donner vie à quelque chose de ses propres mains. Mais le monde du marché, celui du commerce, des caisses enregistreuses et des sourires polis, était celui qui lui permettrait de payer son loyer une semaine de plus, d'empêcher que l'enveloppe à bordure rouge ne se transforme en avis d'expulsion.
Il en parla à Maya pendant le petit déjeuner. 2 tranches de pain grillé avec les derniers restes de confiture à partager entre elles. Il lui expliqua soigneusement, d'une voix basse et calme, essayant de ne pas laisser transparaître la peur qui le faisait trembler. Il lui dit qu'ils allaient de vivre une aventure, qu'ils allaient montrer à tout le monde les magnifiques animaux qu'il avait créés. Il ne lui dit pas que c'était parce qu'il n'avait plus d'autre choix. Il ne lui dit pas que c'était parce que sa fierté, cette chose qu'il avait si farouchement protégée depuis la mort de sa mère, avait finalement fini par s'émousser au point de devenir transparente. Elle le regarda, les yeux sombres, sans ciller, son toast à mi-chemin de sa bouche. Elle jeta un coup d'œil à l'étagère près de la porte où vivait la petite ménagerie en bois. Le renard au sourire malicieux, l'ours Pato, le cerf timide, et Pipe, le petit roitelet, désormais terminé et brillant. « Tous ?» demanda-t-elle d'une petite voix. Léo acquiesça, la gorge serrée. « Juste pour un petit moment, mentit-il. Et ce mensonge avait un goût de cendre. Nous allons leur trouver de nouveaux foyers où ils pourront vivre de nouvelles aventures. » Elle resta silencieuse pendant un long moment, et il se prépara à voir couler des larmes, à entendre le genre de protestation enfantine qu'il n'aurait pas la force de contrer. Mais Maya était différente. Elle était née avec une résilience tranquille, une façon de comprendre les choses qu'il n'arrivait pas à dire. Elle finit son toast, sauta de sa chaise et se dirigea vers l'étagère. Elle prit Pipe, tenant le petit oiseau en bois à 2 mains. Elle lui murmura quelque chose, trop bas pour qu'il puisse l'entendre. Puis elle embrassa sa tête et le plaça délicatement dans la boîte en carton usé qu'il avait posée près de la porte. « D'accord, papa, » dit-elle en se retournant vers lui avec un sourire hésitant mais déterminé. « Trouvons-leur un bon foyer. » À cet instant, Léo ressentit un élan d'amour si intense qu'il faillit le mettre à genoux. C'était un amour mêlé d'une culpabilité profonde et douloureuse. Il était son père, son protecteur, celui qui était censé lui construire un monde où elle n'aurait jamais à faire preuve de courage, où ses jouets préférés n'auraient pas d'étiquette de prix. Mais le monde qu'il avait construit était fissuré, épanché, et il demandait à sa fille de 7 ans de l'aider à le maintenir debout. Il s'agenouilla et la serra dans ses bras, enfouissant son visage dans ses cheveux, qui sentaient légèrement le soleil et le sommeil. « Tu es la meilleure enfant du monde entier », murmura-t-il. Elle le serra à son tour, ses petits bras comme une bouée de sauvetage. « Je sais », répondit-elle. Et pour la première fois de la journée, son sourire était sincère. Ils iraient au marché. Ils affronteraient la foule, le bruit et l'indifférence. Ils le feraient ensemble. Le vieux camion gémit en signe de protestation lorsque Léo tourna la clé. Le moteur démarra dans un craquement qui ressemblait à une toux, comme s'il se débarrassait d'un vieux problème. Le voyant du moteur était allumé depuis 6 mois, rappelant constamment un problème qu'il savait réparer, mais pour lequel il n'avait pas les moyens d'acheter les pièces nécessaires. C'était une cruelle ironie pour un homme qui avait passé sa vie à réparer des objets. Il chargea les boîtes de jouets en bois à l'arrière du camion, chacune remplie de vieux journaux pour éviter qu'elles ne s'abîment. Il manipulait les boîtes avec un respect qui donnait l'impression qu'il transportait des reliques plutôt que du stock. Maya était assise sur le siège passager, attachée, avec Pipe le roitelet blotti sur ses genoux. Elle avait insisté pour le porter elle-même, gardienne silencieuse et solennelle de leur cargaison la plus précieuse. Quand ils arrivèrent sur la place du village, le marché était déjà un kaléidoscope de couleurs et de sons. Des tentes de toutes les couleurs parsemaient la pelouse. Les vendeurs criaient leurs salutations, et l'air était chargé des odeurs concurrentes du pop-corn, du savon à la lavande et des saucisses grillées. Léo trouva l'emplacement qui lui avait été attribué à l'extrémité de la pelouse, un petit coin d'herbe oublié à côté d'un chêne noueux, loin de l'affluence principale. Il déplia sa table à carte bancale, celle qu'il avait trouvée sur le trottoir l'année dernière, et la recouvrit d'un drap bleu délavé. Il disposa les jouets avec un soin méticuleux, créant une petite forêt enchantée sur le tissu usé. Le renard jetait un œil derrière l'ours. L'écureuil était perché sur une branche de fortune et le cerf se tenait immobile, comme s'il écoutait un bruit lointain. Ils étaient magnifiques, mais semblaient déplacés, comme des animaux sauvages capturés et exposés. Il avait fabriqué les pancartes lui-même la veille au soir, écrits à la main sur des morceaux de carton et sculptés avec amour des animaux en bois. Il n'avait pas indiqué de prix, espérant engager la conversation avec les gens, espérant qu'ils verraient l'histoire dans le grain du bois avant de voir le chiffre sur l'étiquette. Maya l'aidait, ses petites mains disposant des glands et des pommes de pin autour de la mise en scène. Son sérieux contrastait fortement avec l'atmosphère festive qui régnait autour d'eux. Au fil de la matinée, un lent défilé de personnes passait devant eux.
Elles ralentissaient, leurs yeux s'attardant sur le monde miniature qu'il avait créé. « Oh, comme c'est charmant !» murmurait une femme coiffée d'un chapeau à large bord avant d'être entraînée par son mari vers un étal vendant des perles de verre aux couleurs vives. Un jeune couple s'arrêtait, prenait l'ours dans ses mains et en sentait le poids. « C'est incroyable !» disait l'homme. « Quel savoir-faire !» Mais ensuite, il voyait le prix non écrit dans les yeux fatigués de Léo, le désespoir silencieux qu'il s'efforçait tant de cacher, et il reposait doucement l'ours, lui offrait un sourire poli et continuait leur chemin. À chaque fois que cela se produisait, un petit morceau de l'espoir soigneusement construit par Léo s'effritait. Il essayait de sourire, d'engager la conversation, de leur parler du bois, des heures passées avec un couteau et une partie de son âme. Mais les mots semblaient creux dans l'air bruyant. Il se sentait invisible, son artisanat discret, noyé par les objets plus bruyants, plus brillants et moins chers qui l'entouraient. Il était un murmure dans une pièce pleine de cris. Maya semblait le ressentir aussi. Elle avait commencé la journée avec une énergie lumineuse et pleine d'espoir. Mais maintenant, elle était assise tranquillement sur une caisse renversée derrière la table, le menton posé dans ses mains, regardant le flot de gens passer sans s'arrêter. Il voulait lui dire que ce n'était pas grave, qu'ils pouvaient remballer et rentrer chez eux, mais ils ne pouvaient pas. L'enveloppe à bordure rouge l'attendait, il devait rester, il devait continuer d'essayer. Le soleil montait dans le ciel, frappant la nuque de Léo. Le filet initial de clients s'était transformé en un flux constant. Un flot de visages qui passait devant son étal avec un manque d'intérêt frustrant et constant. Il avait réajusté sa présentation 3 fois, repositionnant la petite chouette en bois pour qu'elle capte la lumière, tournant le renard pour montrer son angle le plus rusé. Rien n'y faisait. Le monde semblait pressé et son artisanat tranquille et patient appartenait à une époque plus lente. Il vendit une seule pièce, un petit poisson simple qu'un grand-père acheta pour son petit-fils. Léo avait demandé 10 $. L'homme lui avait tendu un billet de 5 $ et avait dit « C'est pour un enfant, il le perdra probablement de toute façon ». Léo avait pris les 5 $. Le billet froissé lui semblait à la fois une victoire et une profonde défaite. Son estomac gargouilla, un grondement sourd et embarrassant. Il n'avait pas mangé, voulant garder le dernier morceau de pain pour le déjeuner de Maya. Il la regardait maintenant, sa petite silhouette affalée sur la caisse. L'excitation initiale de la journée s'était depuis longtemps évaporée, remplacée par l'ennui tranquille d'une enfant à qui on avait promis une aventure et qui avait reçu à la place une leçon d'invisibilité. Il fouilla dans leur sac et en sortit le sandwich qu'il lui avait préparé ainsi qu'un jus de fruits. Son visage s'illumina, tel un petit rayon de soleil temporaire dans la morosité de l'après-midi. « Merci papa », marmonna-t-elle, la bouche déjà pleine. Tout en mangeant, elle observait les autres stands. Elle vit la femme qui vendait des chemises tie-dye, riant avec un client. Elle vit l'homme avec son tour de potier, les mains couvertes d'argile, entouré d'une petite foule de badauds. Puis son regard se posa sur leur propre table, sur la forêt silencieuse et immobile d'animaux attendant de trouver un foyer. Elle finit son jus, écrasa la boîte dans son petit poing et glissa de la caisse. Elle marcha jusqu'au devant de la table, prit Pipe le roitelet et le tendit à une femme qui passait. « Il s'est volé », dit Maya d'une voix claire et sérieuse. La femme, surprise, s'arrêta et regarda la petite fille et l'oiseau en bois. Elle sourit, avec une expression polie et dédaigneuse. « C'est très gentil, ma chérie, » dit-elle, puis elle s'éloigna. Les épaules de Maya s'affaissèrent. Elle ne pleura pas. Elle reposa simplement Pipe sur la table, la tête penchée comme s'il regardait la femme s'éloigner. Elle retourna vers sa caisse, le regard un peu moins brillant qu'auparavant. Le cœur de Léo se serra. C'était son échec, pas le sien. C'était lui qui n'avait pas su les convaincre. C'était lui qui n'avait pas su transformer son amour et son talent en quelque chose que le monde appréciait. Il n'était qu'un homme avec une table bancale et une poche pleine de sueur, essayant de vendre ses rêves pour gagner de quoi faire ses courses. Et ses rêves, semblait-il, ne valaient pas grand-chose. Il s'apprêtait à suggérer qu'ils plient bagage et se résignent à la défaite lorsqu'une ombre tomba sur la table. Il leva les yeux, s'attendant à voir un autre passant, mais cette fois-ci, c'était différent. L'homme était grand, vêtu d'une chemise en lin impeccable et de lunettes de soleil coûteuses qui cachaient ses yeux. Il dégageait une aura de richesse impatiente. Il ne regardait pas. Il scrutait, son regard passant rapidement sur les jouets avec un air critique. « Combien pour le lot ?» demanda l'homme, d'une voix sèche et dédaigneuse comme s'il achetait des marchandises et non des œuvres d'art. La question prit Léo au dépourvu. « Toute la table ?»« Oui, » répondit l'homme en tapotant le bord de la table de son ongle manucuré. « J'ai une chaîne d'hôtels-boutiques. Il serait très joli dans les halls d'entrée. Donnez-moi un prix. » L'esprit de Léo s'emballa.
C'était le moment, le miracle, la grande vente qui pourrait tout changer. Il fit un calcul rapide et désespéré dans sa tête, un chiffre à la fois juste pour son travail et suffisamment élevé pour faire la différence. 300 $, dit Léo, d'une voix plus assurée qu'il ne se sentait. L'homme ricana, un petit son bref et aigu de dérision. 30 $ pour du bois de chauffage? Ils sont charmants, je vous l'accorde, mais ce n'est pas de l'art. Je vous en donne 50 en espèces. 50 $ pour des semaines de travail, pour les histoires, les souvenirs et le morceau de son âme qu'il avait sculpté dans chacune d'elles. Cette offre était une insulte, une gifle déguisée en transaction commerciale. Léo sentit une vague de colère lui monter à la nuque. Il regarda le visage satisfait et caché de l'homme, puis il regarda Maya, qui les observait avec des yeux écarquillés et inquiets. Il ne pouvait pas la laisser le voir se faire rabaisser. Il ne pouvait pas vendre sa dignité pour 50 $. Il prit une lente inspiration, l'air chargé de l'odeur du pop-corn et de sa propre fierté grandissante. « Non merci », dit Léo d'une voix calme mais ferme. « Ils ne sont pas à vendre à ce prix-là. » L'homme haussa les épaules, indifférent. « Tant pis pour vous », dit-il, et il s'éloigna, laissant derrière lui un sillage d'indifférence glaciale. L'échange avait duré moins d'1 minute, mais il avait épuisé le peu de détermination qui restait à Léo. Il s'effondra sur le bord de la caisse, la colère laissant place à un vide douloureux et creux. Il avait échoué. Il avait tenu bon, mais sa dignité ne lui permettrait pas de payer son loyer. Il sentit la petite main de Maya sur son bras. « Ça va, papa », murmura-t-elle. De toute façon, Pip ne voulait pas l'accompagner. Il avait l'air méchant. Léo esquissa un faible sourire et la serra contre lui, enfouissant son visage dans ses cheveux. Il ne voulait pas qu'elle voie les larmes qui lui piquaient les yeux. Il lui restait une dernière parcelle de fierté à protéger, et c'était la confiance qu'elle lui accordait. Ils allaient faire leur bagage. Ils allaient rentrer à la maison. Ils ne savaient pas ce qu'ils feraient le lendemain. Mais pour aujourd'hui, le marché était terminé. Il venait de commencer à envelopper soigneusement le renard dans du papier journal lorsqu'une voix féminine, douce mais claire, interrompit ses pensées. « Excusez-moi, dit-elle, j'espère que je ne suis pas en retard. » Léo leva les yeux, lentement. Elle se tenait au bord de son étal, les mains enfoncées dans les poches d'un trench coat simple et usé. Elle n'était pas habillée comme les autres clients du marché. Elle ne portait pas de bijoux clinquants ni de sac à main de créateur. Ses cheveux étaient tirés en arrière en un chignon désordonné et son visage était dépourvu de maquillage, révélant une pluie de taches de rousseur sur son nez. Elle avait des yeux gentils, de la couleur de la mousse après la pluie, et ils étaient fixés sur les animaux en bois avec une expression d'émerveillement sincère. Il ne l'avait pas vue s'approcher. Elle se déplaçait avec un calme qui contrastait avec le bruit de la foire. Elle semblait exister dans sa propre bulle de tranquillité. Léo se redressa, s'essuyant les mains sur son jean par habitude. « Non, il n'est pas trop tard, » dit-il, la voix encore rauque à cause de sa rencontre précédente. « Je commence juste à ranger pour la journée. »« Oh, tant mieux, » dit-elle, un petit sourire de soulagement effleurant ses lèvres. Elle s'approcha, son regard passant du blaireau à l'air sévère au faon délicat. Elle ne les toucha pas au début. Elle se contenta de les regarder, la tête penchée comme si elle les écoutait. « Ils sont vivants, » dit-elle, plus à elle-même qu'à lui. Ces mots étaient ainsi simples, si différents des termes condescendants, pittoresques ou charmants qu'il avait entendus toute la journée. Il sentit une petite chaleur inconnue se répandre dans sa poitrine. « J'essaye de les rendre ainsi, » dit-il. Elle finit par tendre la main, ses doigts effleurant doucement le dos de l'ours. Ses mains étaient élégantes, avec des doigts longs et fins, mais ses ongles étaient courts et non vernis. Une simple bague en argent était son seul bijou. « Mon grand-père sculptait, » dit-elle, la voix légèrement plus basse. « Il m'avait fait un petit cheval en bois. Je l'emportais partout avec moi jusqu'à ce que ses pattes soient complètement usées. » Elle leva alors les yeux vers lui et lui adressa un sourire un peu triste, un peu nostalgique. « Vous avez ses mains, » dit-elle. Il disait toujours que l'histoire se trouvait dans les mains. Léo ne savait pas quoi répondre. C'était le compliment le plus profond qu'il ait reçu depuis des années. Il se contenta d'acquiescer, la gorge nouée. Il vit son regard se poser sur Pip, le petit roitelet que Maya tenait toujours dans sa main. Maya, qui observait la femme avec une intense concentration, tendit légèrement l'oiseau, comme une offrande. La femme s'agenouilla pour que ses yeux soient à la hauteur de ceux de Maya. « Et qui est ce petit bonhomme ?» demanda-t-elle d'une voix douce. « C'est Pip », répondit Maya d'une voix à peine audible. « C'est le plus courageux. »« Je vois ça, » dit la femme, les yeux pétillants. Elle ne se montrait pas condescendante.
Elle parlait à Maya comme à une égale, une autre connaisseuse des petites choses courageuses. Elle regarda l'oiseau, puis Maya, puis Léo, et en un seul regard, il sentit quelque chose changer. Il n'était plus seulement un vendeur raté dans une foire artisanale. Il était un père, un artiste. Il était vu. La femme, qui n'avait pas encore donné son nom, se leva lentement, son regard revenant sur la collection d'animaux étalée sur le drap bleu. Elle semblait prendre une décision. Elle fronça les sourcils, pensive. Le soleil brûlant de l'après-midi s'était adouci, projetant de longues ombres sur l'herbe, et la plupart des autres vendeurs commençaient à remballer leurs marchandises. L'odeur du pop-corn avait disparu, remplacée par celle de l'asphalte refroidissant et de la terre humide. Léo sentit un sentiment familier de résignation commencer à le gagner à nouveau. Elle était gentille, mais sa gentillesse ne changeait rien au fait qu'il repartait avec une caisse presque vide. Il se prépara à entendre un « merci » poli, suivi de l'inévitable détournement du regard. Mais elle ne détourna pas le regard. « Je les prends », dit-elle d'une voix calme mais ferme. Léo cligna des yeux. « Je suis désolé. »« Tous », répéta-t-elle en balayant la table du regard. « Le renard, l'ours, le hibou, tous. Combien ?» La question était la même que celle que l'autre homme avait posée. Mais le ton était complètement différent. Ce n'était pas une négociation, c'était une véritable demande. Léo était tellement stupéfait qu'il ne parvint pas à former un chiffre. Son esprit se vida. Il se contenta de la fixer, essayant de comprendre ses paroles. Était-ce une blague? De la pitié? Il chercha un signe de condescendance dans ses yeux, mais il ne trouva que la même sincérité calme et moussue. Maya, cependant, n'hésita pas. Elle s'avança, le visage grave. « Vous voulez Pipe aussi ?» La femme la regarda et lui sourit gentiment. « Surtout Pipe, dit-elle, s'il est à vendre. » Léo retrouva enfin sa voix, bien qu'elle fût rauque. « Je demandais 300 pour l'ensemble. » Il le dit presque comme une excuse, s'attendant à ce qu'elle refuse, qu'elle lui dise que c'était trop cher. Elle ne s'y a même pas. « Ce n'est pas suffisant, » dit-elle. Léo la regarda complètement déconcerté. « Quoi ? Pour les matériaux, dit-elle, les heures, l'âme que vous y avez mise. 300, c'est une bonne affaire. Je vous en donne 5000. 500 ?» balbutia Léo, le chiffre lui semblant étranger et impossible à prononcer. Il n'avait jamais tenu autant d'argent liquide entre ses mains. « Non !» dit-elle, un petit sourire presque malicieux jouant sur ses lèvres. 5000. Le monde sembla basculer sur son axe. 5000 $. Le son de ce chiffre résonna dans le silence soudain de son esprit. Ce n'était pas réel. Cela ne pouvait pas l'être. Cette femme, cette inconnue calme et gentille vêtue d'un trench-coat usé, était soit folle, soit un ange, mais il penchait plutôt pour la première hypothèse. « Je ne peux pas accepter cela », dit-il en secouant la tête et en reculant d'un demi-pas. « C'est trop. Ce n'est pas juste. Pourquoi pas ?» demanda-t-elle en penchant la tête. « N'est-ce que pas ce qu'ils valent ?» Il resta sans voix. Bien sûr qu'il valait cela. Dans un monde qui valorisait le temps, le cœur et le savoir-faire, il valait même plus. Mais ce n'était pas ce monde-là. C'était un monde de billets de 5 $ donnés par des grands-pères grincheux. « Je n'ai même pas les moyens d'accepter un paiement aussi important, » dit-il, cherchant une objection pratique. Elle fouilla dans la poche de son manteau et en sortit un simple portefeuille en cuir fin. Elle en sortit une liasse de billets de 100 $, bien froissés, maintenus ensemble par un simple porte-billets. Elle en compta 50, d'un geste rapide et efficace, et lui tendit la liasse. « Pas besoin de reçu, » dit-elle. Léo fixa l'argent, puis son visage, cherchant le piège. Il y avait toujours un piège, mais son expression était ouverte, patiente. Elle ne jouait pas. Il regarda Maya, dont les yeux étaient écarquillés. Elle regardait l'argent, certes, mais elle regardait aussi la femme, le visage empreint d'admiration. C'était magique. Une véritable magie tangible se déroulait sous leurs yeux. Il prit l'argent, la main légèrement tremblante. Les billets semblaient irréels, comme des accessoires de théâtre. Il ne parvint pas à les compter. Il se contenta de tenir la liasse épaisse, dont le poids était à la fois un soulagement et un fardeau. Il ressentit soudainement une vive douleur qu'il ne pouvait nommer. De la gratitude, oui, mais aussi un profond sentiment déconcertant de déséquilibre, d'avoir été sauvé par une force qu'il ne comprenait pas. « Je ne sais pas quoi dire », murmura-t-il. « Vous n'avez rien à dire », répondit-elle doucement. « Continue simplement à sculpter. » Sur ces mots, elle commença à emballer soigneusement les animaux en bois dans les boîtes qu'il avait apportées, manipulant chacun d'eux avec le même soin qu'il aurait lui-même mis. Il la regardait, toujours sous le choc, tandis que la dernière de ses créations disparaissait dans le carton, prête pour une nouvelle maison qu'il ne pouvait imaginer. La transaction fut conclue
avant que Léo n'ait pleinement pris conscience de la réalité. La femme, qui s'était présentée sous le seul nom de Clara, l'aida à emballer les dernières figurines en bois. Ses gestes étaient doux et délibérés. Elle traitait chaque pièce non pas comme une marchandise, mais comme un objet précieux. Une fois les cartons fermés, elle ne lui demanda pas de l'aider à les porter jusqu'à sa voiture. Au lieu de cela, elle sortit un petit chariot pliable du coffre d'une berline étonnamment modeste, propre mais pas neuve. Elle chargea les cartons elle-même, refusant son aide d'un simple signe de tête. « Vous avez déjà fait le plus dur, dit-elle. Ce n'est que la partie facile. » Il resta là, tenant l'épaisse liasse de billets, se sentant inutile et dépassé. L'argent lui brûlait les mains, une marque de sa gentillesse qu'il ne savait pas comment porter. Il avait 1000 questions. Qui était-elle? Pourquoi avait-elle fait cela? Que voulait-elle? Mais les questions restaient coincées dans sa gorge, un nœud inextricable de fierté et d'incrédulité. Alors qu'elle s'apprêtait à fermer la portière de sa voiture, Maya, qui avait observé toute la scène en silence, courut vers elle. Elle tenait Pipe le roitelet dans ses mains tendues. « Tu l'as oublié, » dit-elle. Clara se retourna et s'agenouilla, le regard adouci en regardant le petit oiseau. « Oh, ma chérie, je ne l'ai pas oublié. Je pense qu'il est à toi. »« Mais nous l'avons vendu, » dit Maya, la voix empreinte d'un sens de la justice inébranlable propre aux enfants. « Tu l'as payé. Je l'ai payé. » Clara acquiesça. « Et maintenant, je te le rends en cadeau. Tout oiseau courageux a besoin d'un nid sûr où revenir. » Elle referma doucement les doigts de Maya autour du rang en bois et lui serra tendrement la main. Elle se leva et regarda Léo, le regard franc et clair. « Je te contacterai au sujet d'une éventuelle commande, » dit-elle, lui donnant une raison, une excuse pour la somme exorbitante qu'elle lui avait donnée. « J'aurai besoin de tes coordonnées. » Léo chercha un bout de papier, les mains encore tremblantes, et griffonna son nom et le numéro du téléphone jetable bon marché qu'il utilisait. Il le lui tendit, leurs doigts s'effleurant brièvement. Sa peau était fraîche, et ce contact lui fit l'effet d'une décharge électrique, une étincelle inattendue de connexion au milieu de sa confusion. « Merci, » dit-il, les mots lui semblant insignifiants et inadéquats. « Vraiment, » répondit-elle simplement, en hochant la tête. Ils étaient seuls avec une boîte en carton contenant un seul oiseau en bois et une liasse de billets qui semblait plus irréelle que réelle. Léo baissa les yeux vers l'argent, puis vers sa fille, qui serrait Pipe contre sa poitrine avec un regard de joie pur et sincère. Il ne savait pas qui était Clara, ni pourquoi elle venait d'entrer dans leur vie. Mais en voyant l'espoir briller dans les yeux de Maya, il était sûr d'une chose. Rien ne serait plus jamais comme avant. Le trajet du retour fut flou. Léo gardait une main sur le volant et l'autre posée sur la liasse de billets sur le siège passager, comme s'il avait besoin de la toucher pour croire qu'elle était réelle. Le moteur du camion tout sautait et crachotait toujours. Le voyant du moteur clignotait toujours, mais pour la première fois depuis des mois, ces bruits ne lui inspiraient pas une peur glaciale. Ce n'étaient que des bruits, des problèmes qui pouvaient être réparés, des problèmes que l'argent pouvait résoudre. Maya était silencieuse sur son siège, berçant Pipe sur ses genoux, son petit visage éclairé par les lampadaires. Elle ne parlait pas du marché ni de l'étrange femme aimable. Elle était simplement satisfaite. C'était un calme qu'il n'avait pas vu chez elle depuis longtemps. Quand ils arrivèrent à la maison, la première chose que Léo fit fut de se diriger vers le comptoir de la cuisine et de prendre la pile d'enveloppes. Il ouvrit celle avec la bordure rouge, celle du propriétaire, et la lissa. Il prit 5 des nouveaux billets, les plia soigneusement et les glissa dans l'enveloppe de retour. Le soulagement fut si soudain, si profond, qu'il dut s'appuyer contre le comptoir un instant pour se stabiliser. Il pouvait respirer. Pour la première fois depuis ce qui lui semblait une éternité, il pouvait prendre une grande inspiration sans que le poids d'un destin funeste ne pèse sur sa poitrine. « Papa » dit Maya depuis le seuil de la porte. « On est riche maintenant ?» Il se retourna et sourit, un sourire sincère qui atteignit ses yeux et fit plisser la peau fatiguée qui les entourait. « Non, ma chérie, » dit-il en la prenant dans ses bras. « On n'est pas riche, nous allons bien, et pour l'instant, c'est encore mieux. » Pour le dîner, ils ne mangèrent pas de riz et de haricots. Ils allèrent au restaurant local, celui avec les banquettes en vinyle craquelé, et la serveuse qui appelait toujours Maya « ma puce ». Léo a commandé un cheeseburger avec du bacon supplémentaire, un milkshake au chocolat et une part de tarte aux pommes à partager. Il a laissé Maya commander ce qu'elle voulait et elle a choisi des pancakes avec de la crème fouettée et des pépites de chocolat, un festin de petit déjeuner pour un dîner de fête. Il a payé avec l'un des nouveaux billets de 100 $ et la serveuse a écarquillé les yeux. « Vous avez gagné au loto, Léo ?» demanda-t-elle avec un sourire. « En quelque sorte », répondit-il.
Et pour une fois, cela ne semblait pas être un mensonge. Plus tard dans la nuit, après avoir couché Maya, heureuse et épuisée, Léo s'assit seul dans le silence de son garage. L'établi était vide. L'espace où se trouvaient autrefois les animaux en bois était désormais un vide absolu. Il aurait dû se sentir triste, mais ce n'était pas le cas. Il avait plutôt l'impression que c'était un nouveau départ. Il regarda l'argent qui se trouvait toujours sur le siège passager du camion, témoignage silencieux des événements incroyables de la journée. Il ne comprenait toujours pas. Il ne la comprenait pas. Clara, un prénom aussi simple et sans fioriture qu'elle semblait l'être, mais ce qu'elle avait fait n'avait rien de simple. Il ne s'agissait pas seulement d'argent. C'était la façon dont elle avait regardé son travail, la façon dont elle avait parlé à sa fille, la façon dont elle l'avait vu, vraiment vu, d'une manière que personne n'avait fait depuis des années. Il repensa à sa promesse d'appeler, à la discussion sur une éventuelle commande. Il se dit que c'était juste quelque chose qu'elle avait dit pour atténuer le caractère caritatif de la démarche, une fiction polie pour préserver sa dignité. Il ne s'attendait pas à ce qu'elle appelle réellement des gens comme ça, des gens qui pouvaient donner des milliards de dollars sans y réfléchir. Ils n'évoluaient pas dans le même monde que les hommes qui sculptent des jouets dans des garages poussiéreux. C'était une espèce complètement différente. Il passa une main sur son visage, la barbe naissante lui griffant la paume. Il était fatigué, mais c'était une bonne fatigue, celle qui survient après une longue journée de travail acharné, qui a finalement porté ses fruits, contre toute attente. Il prit le bloc de boulot qu'il avait mis de côté et un couteau neuf et bien aiguisé. Il ne savait pas encore ce qu'il allait sculpter, mais il savait qu'il devait le faire, car elle lui avait dit de continuer à sculpter. Les 2 jours suivants se déroulèrent dans un étrange état second. Chaque matin, Léo se réveillait en s'attendant presque à ce que l'argent ait disparu, et que toute cette expérience au marché n'ait été qu'un produit de son imagination privée de sommeil. Mais l'argent était toujours là, bien à l'abri dans une vieille boîte à café sur l'étagère du haut de son placard. Le propriétaire avait reçu son loyer. Le garde-manger était rempli de bien plus que des haricots, et le voyant d'alerte du moteur du camion semblait soudain moins menaçant et plus comme une suggestion. Il dépensait son argent avec prudence, comme un homme conscient qu'il pouvait disparaître à tout moment. Il acheta à Maya une nouvelle paire de chaussures pour remplacer celles dont les semelles étaient usées. Il acheta un nouveau set de couteaux à découper, dont l'acier allemand tranchant lui procurait une sensation de luxe incroyable. Il acheta même une véritable cafetière, et le riche arôme sombre qui emplit la maison le lendemain matin lui sembla être le symbole ultime de sa nouvelle prospérité fragile. Mais au milieu du soulagement et des petits luxes pratiques, un malaise silencieux commença à s'installer. Qui était Clara? Il repassa leur brève interaction dans sa tête encore et encore. Sa façon de bouger, la confiance tranquille dans ses yeux, la coupe simple mais clairement coûteuse de son manteau. Il y avait là une histoire qui ne cadrait pas tout à fait avec son attitude modeste. La commande potentielle dont elle avait parlé lui semblait de plus en plus être un mensonge poli, une manière douce de le repousser sans le blesser. Il se dit que cela n'avait pas d'importance. Elle leur avait donné une bouée de sauvetage, une nouvelle chance. C'était plus que ce que quiconque avait jamais fait pour lui. Il lui était redevable d'une gratitude qu'il ne pourrait jamais rembourser, et il devait accepter de ne plus jamais la revoir. Il se plongea dans son travail. Les nouveaux couteaux glissaient dans le bois avec une nouvelle détermination. Il sculpta une nouvelle collection d'animaux, non pas pour les vendre cette fois-ci, mais pour Maya, pour leur maison. Il sculpta un vieux ziboussage, un écureuil espiègle et un magnifique cerf au bois complexe. Le garage était à nouveau rempli de la douce odeur de la sueur et du calme concentré de la création. Maya était ravie. Elle passait des heures à disposer les nouvelles figurines sur son étagère, inventant pour elle des histoires et des aventures élaborées. Elle dormait toujours avec Pip, le roitelet, sous son oreiller chaque nuit. Le 3e jour, son téléphone vibra. C'était un numéro qu'il ne reconnaissait pas. Son cœur fit un bond soudain. Il répondit, la main tremblante. « Allô, Léo, c'est Clara ». Sa voix était telle qu'il s'en souvenait, calme et claire, mais avec une nuance qu'il ne parvenait pas à identifier. Il s'appuya contre le mur du garage, les jointures blanchies par la tension alors qu'il serrait le téléphone. « Clara, bonjour, je ne savais pas si tu appellerais. J'ai dit que je le ferais, » répondit-elle comme si c'était la chose la plus simple au monde. « J'espère que le moment est opportun. Je me demandais si nous pouvions parler de cette commande. » « Une commande ?» Elle était sérieuse. Le soulagement fut si intense qu'il en ressentit presque une douleur. « Oui, bien sûr, » répondit-il en essayant de garder une voix calme.
Quand tu veux. Demain, ça te va? Je pourrais passer à ton atelier. Disons vers 10 heures, demanda-t-il, son esprit imaginant immédiatement la poussière, les taches d'huile sur le sol, l'état général de chaos organisé qui était son sanctuaire. Si ça te convient, répondit-elle. J'aimerais beaucoup voir où la magie opère. Il accepta, l'esprit déjà en ébullition. Il avait moins de 24 heures pour transformer son garage poussiéreux et encombré en un lieu où la magie opère. Il devait nettoyer, il devait ranger, il devait transformer d'une manière ou d'une autre son humble atelier en un lieu digne d'une femme qui, en l'espace de 10 minutes, avait complètement bouleversé son univers. La panique était une sensation nouvelle et désagréable. Pour la première fois, il ne s'inquiétait pas pour l'argent, il s'inquiétait pour elle. Clara arriva à 10 heures pile, au volant de la même modeste berline qu'elle avait conduite au marché. Léo avait passé toute la matinée à nettoyer frénétiquement, balayant les sols, rangeant ses outils et même essuyant les vitres jusqu'à ce qu'elles brillent. Le garage sentait encore la sûre, mais c'était désormais une odeur propre et fraîche, celle d'un atelier à son meilleur. Il était tellement concentré sur l'espace qu'il n'avait pas pensé à lui-même jusqu'à ce qu'il aperçoive son reflet dans la vitre fraîchement nettoyée. Il portait ses vêtements de travail habituels, une chemise en flanelle délavée et un jean taché de vernis à bois. Oh. Il y avait encore des traces de saleté sous ses ongles qu'aucun frottage ne pouvait enlever. Il était ce qu'il était, un homme qui travaillait de ses mains. Il espérait que cela suffirait. Il la regarda sortir de la voiture depuis le seuil de la porte. Aujourd'hui, elle portait un simple col roulé noir et un jean foncé, ses cheveux attachés en une queue de cheval lâche. Elle portait un grand porte-documents en cuir sous le bras. Elle ressemblait moins à une mystérieuse bienfaitrice qu'à une architecte ou une designer, quelqu'un avec un objectif clair et créatif. Il la rejoignit à la porte, le cœur battant à tout rompre dans sa poitrine. « Bonjour », dit-il d'une voix un peu trop forte dans le calme matinal. « Entrez ». Elle entra et balaya immédiatement la pièce du regard. Elle remarqua les rangées d'outils soigneusement suspendus aux panneaux perforés, les piles de bois triées par type, la sculpture à moitié terminée sur son établi. Un petit sourire approbateur se dessina sur ses lèvres. « C'est un espace magnifique », dit-elle, la voix pleine d'admiration sincère. Il respire l'honnêteté. « C'est un garage », dit-il en haussant les épaules, sentant le besoin de minimiser la fierté qui gonflait sa poitrine. « Il fait le travail. »« C'est plus que ça », insista-t-elle en passant la main sur la surface lisse et usée de son établi. « C'est ici que vous fabriquez des choses qui comptent. » Il ne savait pas comment répondre à cela. Alors, il se contenta de lui indiquer un tabouret qu'il avait dégagé pour elle. « Je peux vous offrir quelque chose? Du café, de l'eau ?»« Non, merci, » dit-elle en s'asseyant et en posant son portfolio sur ses genoux. « Je ne veux pas vous prendre trop de temps. » La formalité de ces mots créa une petite distance gênante entre eux. Ce n'était pas la femme aimable et spontanée du marché. C'était une cliente, une professionnelle. Il s'appuya contre l'établi, croisa les bras et attendit. Elle ouvrit le portfolio. À l'intérieur, il n'y avait pas de plans architecturaux ni de graphiques d'entreprise, mais de magnifiques croquis détaillés d'oiseaux, des dizaines d'oiseaux, des pinsons, des moineaux, des colibris, tous capturés en plein vol, leurs ailes rendues avec le souci du détail d'un artiste. « C'est incroyable, » dit-il, sa curiosité professionnelle prenant le pas sur son anxiété personnelle. « C'est vous qui les avez dessinés ?» Elle acquiesça, les joues légèrement rougies. « C'est un hobby, quelque chose que je fais pour apaiser mon esprit. » Elle leva les yeux vers lui, l'air sérieux. « Je travaille pour une entreprise qui construit un nouvel hôpital pour enfants. Le hall principal sera orné d'un mobile à grande échelle, une volée d'oiseaux suspendus au plafond. Nous recherchions un artiste pour les créer. Quand j'ai vu votre travail au marché, la vie que vous leur avez insufflée, j'ai su que vous étiez la personne qu'il nous fallait. Un hôpital, un mobile. C'était un vrai projet, un projet gigantesque. C'était le genre de commande dont rêvent les artistes. C'était aussi terrifiant. Je n'ai jamais travaillé à cette échelle auparavant, a-t-il dit. Honnêtement, mes pièces sont petites. Elles tiennent dans la main. Je sais, a-t-elle répondu. Mais le savoir-faire est le même. Le cœur est le même. Je crois que vous pouvez le faire. Sa confiance en lui était tangible, à la fois un poids et un soulagement. Elle lui a expliqué les détails, le calendrier, le budget. Les chiffres qu'elle a mentionnés étaient stupéfiants, suffisants pour assurer son avenir et celui de Maya pour les années à venir. C'était une bouée de sauvetage qui se transformait en pont. Un pont vers un monde dont il n'avait jamais imaginé faire partie. Il aurait dû être ravi, mais pendant qu'elle parlait, une question le taraudait. Un petit doute persistant.
Quel genre d'entreprise avait un budget pareil? Quel genre de femme qui avait pour hobby de dessiner des oiseaux pouvait donner son feu vert à un projet d'une telle ampleur? Les pièces du puzzle ne s'emboîtaient pas. Elle était plus qu'une simple employée, plus qu'une simple designer. Il y avait là une histoire qu'elle ne racontait pas, et la simple bague en argent à son doigt semblait soudain moins être un choix que le fruit du hasard. La réunion s'est terminée par une poignée de main, un accord formel pour aller de l'avant. Clara a promis d'envoyer les contrats officiels et un acompte pour couvrir les frais de matériel. Alors qu'elle rangeait son portfolio, un petit bruit provenant de la maison attira son attention. La porte arrière s'ouvrit en grinçant et Maya apparut, se frottant les yeux pour se réveiller. Pip le roitelait dans les bras. Son visage s'illumina lorsqu'elle vit Clara. « La dame aux oiseaux !» s'écria-t-elle en courant vers le garage et en se précipitant vers Clara, qu'elle serra dans ses bras. Clara, surprise au début, s'adoucit instantanément. Elle s'agenouilla et lui rendit son étreinte, son attitude professionnelle s'évanouissant pour laisser place à la même chaleur sincère que Léo avait vue au marché. « Salut ma puce !» dit-elle d'une voix chargée d'une émotion qu'elle semblait essayer de réprimer. « Je vois que tu prends bien soin de Pip. Il dort sur mon oreiller, » dit Maya fièrement. « Il éloigne les mauvais rêves. » Elle leva les yeux vers Clara, la tête penchée. « Tu restes pour déjeuner ? Papa fait les meilleurs croque-monsieur, même s'ils sont un peu brûlés. » Léo s'avança, rougissant d'embarras. « Maya, chérie, Clara est une femme très occupée. Elle a du travail. » Mais Clara secouait déjà la tête, un sourire sincère illuminant son visage. « Je ne suis jamais trop occupée pour un croque-monsieur légèrement brûlé, » dit-elle en regardant Maya et Léo. « Si l'offre est sérieuse ?» Léo hésita. L'idée de voir cette femme élégante et mystérieuse assise dans sa petite cuisine encombrée, en train de manger un simple sandwich à sa table bancale, était à la fois terrifiante et profondément séduisante. Il avait l'impression de franchir une ligne, de brouiller la frontière entre le professionnel et le personnel. Il regarda le visage plein d'espoir de Maya, puis celui de Clara, qui exprimait une supplication similaire, bien que plus subtile. Il expira lentement, dans un soupir de résignation. « L'offre est réelle, » dit-il, « mais je ne peux rien promettre concernant les parties brûlées. » Le sandwich au fromage fondu était en effet légèrement brûlé. Léo était tellement nerveux que ses mains tremblaient, et il avait laissé les sandwichs sur la poêle quelques secondes de trop. Il les servit dans des assiettes dépareillées, accompagnées d'un verre de lait pour Maya et d'eau pour les adultes. La cuisine semblait petite, plus petite que d'habitude, avec la présence discrète de Clara, qui remplissait l'espace. Elle ne semblait pas remarquer le linoléum écaillé, ni le robinet qui goûtait lentement et régulièrement. Elle s'était assise à la petite table, écoutant attentivement Maya raconter une longue histoire décousue à propos d'un écureuil dans leur jardin. Elle riait au bon moment, posait des questions réfléchies et traitait chaque mot de Maya comme s'il s'agissait de la chose la plus importante qu'elle ait entendue de toute la journée. Léo les observait depuis le comptoir, un torchon à la main, se sentant comme un observateur dans sa propre maison. Il était frappé par le naturel de sa présence ici. Cela faisait si longtemps qu'aucun rire de femme n'avait résonné entre ses murs. Après le décès de sa femme Sarah, la maison était tombée dans un rythme calme et fonctionnel. C'était un espace pour lui et Maya, une forteresse contre le monde. Il n'avait laissé personne entrer, pas vraiment. Mais Clara était entrée sans même demander la clé. Après le déjeuner, Maya, dopée par le sucre et l'excitation, finit par s'écrouler et s'endormit sur le canapé, Pip blottit contre elle. Un silence doux et confortable s'installa dans la maison. Léo trouva Clara dans le salon, debout près de la cheminée, regardant une photo encadrée. C'était une photo de lui et Sarah prise le jour de leur mariage. Ils étaient jeunes, rayonnants, le monde entier s'ouvrait à eux. « Elle était belle », dit Clara doucement, sans se retourner. « Elle l'était », répondit Léo d'une voix rauque. « Elle était l'architecte de nos vies. Je n'étais que le constructeur. » Clara se tourna enfin vers lui, les yeux remplis d'une profonde tristesse empathique. « Je suis vraiment désolé, Léo. » Il se contenta d'acquiescer. Le chagrin, une douleur sourde et familière. « Cela fait 3 ans, dit-il. Mais certains jours, j'ai l'impression que c'était hier. J'essaie juste de la garder en vie pour Maya. Dans les histoires que je raconte. Tu fais plus que ça, dit Clara. Tu lui as construit une belle vie, un monde plein d'amour et de sécurité. » Ces mots furent comme un baume sur une blessure dont il ne se rendait pas compte qu'elle était encore si vive. Il s'était tellement concentré sur ce qu'il ne pouvait pas lui offrir, l'argent, la stabilité, la mère qu'elle méritait, qu'il avait oublié de voir ce qu'il avait réussi à créer. «
Je ne sais pas si c'est beau, dit-il en regardant autour de lui la petite pièce usée. Mais c'est la nôtre, c'est ce qui la rend belle, insista-t-elle. Elle s'approcha, son regard cherchant le sien. Tu es un homme bien, Léo. Le monde n'en compte pas assez. Il sentit une rougeur lui monter au cou, peu habitué à des compliments aussi directs et sincères. Il avait l'habitude d'être jugé sur l'état de son camion, le solde de son compte en banque. Elle le jugeait sur l'état de son cœur. L'air entre eux crépitait d'une énergie tacite, d'une connexion qui devenait trop forte pour être ignorée. Il ressentit une attirance, un désir qu'il ne s'était pas autorisé à ressentir depuis des années. Il s'éclaircit la gorge, recula d'un pas, brisant le charme. Cette vulnérabilité était trop forte, trop soudaine. Je devrais retourner au garage, balbutia-t-il. Les contrats? Bien sûr, répondit-elle, son sourire vacillant légèrement. Elle comprit. Elle recula, lui laissant l'espace qu'il demandait, mais ses yeux trahissaient une pointe de déception. Il avait érigé des murs autour de lui pour une bonne raison, mais pour la première fois, il se surprit à souhaiter savoir comment les abattre. Une semaine plus tard, un coursier livra une épaisse enveloppe en papier kraft à la porte de Léo. Elle contenait les contrats pour le projet de mobile suspendu de l'hôpital, ainsi qu'un chèque pour la compte. Le montant du chèque fit tourner la tête de Léo. C'était plus d'argent que son père n'en avait gagné en 10 ans de travail à l'usine. Cela allait changer sa vie, c'était terrifiant. Il signa les contrats, les mains étonnamment fermes, et se mit au travail. Le projet l'accapara complètement. Il passa de longues heures dans le garage, transformant l'espace en atelier de production. Il acheta de nouveaux équipements, un meilleur éclairage et de vastes et magnifiques panneaux de tilleuls et d'érables. Le garage n'était plus seulement un lieu de création calme et solitaire. C'était un lieu d'activité ambitieux et concentré. Il a embauché un jeune apprenti débutant du collège communautaire local pour l'aider à poncer et à finir les pièces. Et pour la première fois, le garage s'est rempli des bruits de 2 personnes travaillant en tandem. Clara est devenue une visiteuse régulière. Elle passait plusieurs fois par semaine, toujours sous prétexte de vérifier l'avancement du projet. Mais ils savaient tous les deux qu'il s'agissait de bien plus que cela. Elle apportait du café ou des sandwichs de la sandwicherie locale et elle discutait avec Léo pendant qu'il travaillait. Ils parlaient de tout et de rien. De la dureté d'un morceau de bois particulier, le dernier projet scolaire de Maya, la façon dont la lumière changeait l'après-midi. Il ne parlait jamais de sa vie, de son monde en dehors de ce petit garage poussiéreux. C'était un accord tacite. Ici, elle était simplement Clara, la femme aux yeux bienveillants et au portfolio rempli de croquis d'oiseaux. Elle était très à l'aise avec Maya. Elle s'asseyait avec elle pendant des heures, dessinant, lisant ou simplement écoutant ses histoires interminables. Elle lui apprenait à plier des grues en origami, leurs petites volées de papier rejoignant bientôt celles en bois sur l'étagère. Léo les observait, un étrange mélange de joie et d'appréhension lui nouant les tripes. Sa présence ici semblait si naturelle, si facile. Ils formaient une famille, et c'était le sentiment le plus dangereux de tous. Un mardi après-midi pluvieux, Clara arriva pâle et distraite. Elle était plus silencieuse que d'habitude, son sourire était crispé. Elle regardait Léo travailler, les mains serrées autour d'une tasse de thé qu'elle ne buvait pas. « Ça va ?» lui demanda-t-il finalement en posant son couteau à découper. Elle leva les yeux, surprise, comme si elle sortait d'une profonde réflexion troublée. « Je vais bien », répondit-elle d'une voix faible. « J'ai juste eu une longue journée. » Il ne la crut pas, mais n'insista pas. Plus tard, alors qu'elle s'apprêtait à partir, son téléphone sonna. Il vit le nom s'afficher à l'écran avant qu'elle n'ait pu le cacher. Charles. Son visage se crispa et elle coupa rapidement l'appel, rangeant son téléphone dans sa poche. « Je dois y aller », dit-elle brusquement, et elle partit sans lui dire au revoir comme d'habitude. Cet incident était une petite déchirure dans le tissu soigneusement tissé de leur nouvelle réalité. Il lui rappelait qu'elle avait une vie au-delà de ces murs, une vie avec des gens nommés Charles, qui assombrissaient son visage. Il lui rappelait qu'il ne savait rien d'elle, pas vraiment. Cette nuit-là, incapable de dormir, il se retrouva assis devant son vieil ordinateur portable, celui qu'il utilisait rarement. Il hésita longuement, les doigts suspendus au-dessus du clavier. Cela ressemblait à une trahison, à une violation de la confiance tacite qu'ils avaient établie. Mais le doute était un poison, et il avait besoin de l'antidote de la vérité. Il tapa son nom, Clara, dans la barre de recherche, puis s'arrêta. Il ne connaissait pas son nom de famille. Il tapa ce qu'il savait. Clara et la commission artistique de l'hôpital pour enfants. Les résultats s'affichèrent et le monde bascula une fois de plus. Le premier résultat était un communiqué de presse d'une grande fondation philanthropique.
La fondation Ashworth annonce un partenariat avec l'hôpital pour enfants de New City pour l'installation d'un atrium. Et là, dans le premier paragraphe, se trouvait son nom. Clara Ashworth, présidente de la fondation et seule héritière du conglomérat mondial Ashworth. L'article était accompagné d'une photo. C'était elle, mais pas sa Clara. Cette Clara était vêtue d'un tailleur chic. Ses cheveux étaient lissés et coiffés de manière stricte. Son sourire était raffiné et professionnel. Elle se tenait à côté d'un groupe d'hommes en costume et serrait la main du maire. Elle semblait puissante, intouchable. Une femme qui évoluait dans des cercles tellement au-dessus des siens qu'il ne pouvait même pas les imaginer. Il cliqua sur son nom et l'histoire se déroula. Milliardaire héritière, philanthrope, femme d'affaires avisée, qui avait repris l'empire familial après le départ à la retraite de son père. Il y avait des articles sur le cours des actions de son entreprise, ses biens immobiliers, sa place dans les classements des personnes les plus influentes au monde. Il y avait même une brève mention vague d'une séparation très médiatisée et acrimonieuse avec un homme nommé Charles Devon, un magnat rival. Charles, le nom qui figurait dans son téléphone. Tout s'expliquait. L'argent, la commission, son élégance discrète, sa réticence à parler de sa vie. Elle n'avait pas menti. Pas exactement. Elle avait simplement omis la vérité qui valait des milliards de dollars. Léo se cala dans son fauteuil, le visage stupéfait éclairé par la lueur de l'écran. La femme qui avait mangé son sandwich au fromage brûlé, qui avait ri aux blagues stupides de sa fille, qui l'avait regardée avec une chaleur si sincère, était l'une des femmes les plus riches du pays. Le garage, son sanctuaire, lui semblait soudain très petit. Le projet, sa grande opportunité, lui semblait désormais être une aumône, et la chose fragile et belle qui avait grandi entre eux lui semblait être un mensonge. Il ne ressentait pas de colère, pas encore. Il ressentait juste un profond vide et un froid glacial. Il n'avait été qu'un projet, une distraction, un petit menuisier pittoresque qui lui avait offert une brève et charmante évasion de sa vie réelle. Il l'avait laissé entrer. Il s'était laissé aller à espérer. Et il avait été stupide. Le lendemain, lorsque Clara arriva à l'atelier, l'atmosphère était différente. L'odeur de la sûre était toujours présente. Les outils étaient toujours à leur place, mais la chaleur avait disparu. Léo était poli, professionnel. Ses réponses à ses questions étaient laconiques et concises. Il ne la regardait pas dans les yeux. Il restait concentré sur l'aigle en bois, à moitié terminé sur son établi, son couteau bougeant avec une précision nette et agressive. Clara sentit immédiatement le changement. La camaraderie facile qu'ils avaient établie avait disparu, remplacée par une distance tendue et formelle. Elle essaya de combler le fossé, lui posant des questions sur Maya, lui racontant une histoire drôle sur son trajet en voiture. Mais ces mots tombèrent dans le silence et moururent. « Léo, qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda-t-elle finalement d'une voix douce. Il ne leva pas les yeux. « Tout va bien. Le projet est dans les temps. Il ne s'agit pas du projet, dit-elle en s'approchant. C'est à propos de nous. Tu me regardes à peine. J'ai fait quelque chose ?» Il posa enfin son couteau et se tourna vers elle, le regard froid et dur. « Je sais qui tu es, Clara. Ou devrais-je dire, Mademoiselle Ashworth. » Son nom, son vrai nom, flottait dans l'air entre eux comme une accusation. Elle tressaillit, le visage pâle. Ses joues perdirent toute couleur et elle recula involontairement d'un pas. « Léo, tu aurais dû me le dire, » dit-il d'une voix basse et tendue. Chaque mot était une libération soigneusement contrôlée de la douleur et de la colère qui avaient mijoté toute la nuit. « Tu m'as laissé croire que tu n'étais qu'une personne parmi d'autres. Tu m'as laissé t'accueillir chez moi, dans la vie de ma fille, alors que tu jouais un rôle. Ce n'était pas un rôle, insista-t-elle, la voix tremblante. C'était le seul endroit où je n'avais pas l'impression de jouer un rôle. C'était le seul endroit où je pouvais être simplement Clara. « Clara qui ?» rétorqua-t-il. « Clara, la femme qui aime dessiner. Ou Clara Ashworth, la milliardaire qui peut acheter et vendre des villes entières comme celle-ci, qui peut distribuer des millions de dollars de commissions hospitalières comme s'il s'agissait de cadeaux de fête. L'argent ne change pas qui je suis, supplia-t-elle. Il change tout, s'exclama-t-il, la voix enfin brisée, laissant éclater ses émotions brutes. Il change la façon dont tu me voyais. Il change ce que nous sommes. Je n'étais pas un homme que tu as rencontré au marché. J'étais un cas social, une histoire triste que tu pouvais régler avec ton chéquier. Ce n'est pas vrai. Elle pleura, les larmes lui montant aux yeux. Je t'ai vu, Léo. J'ai vu ton cœur, ton talent. J'ai vu l'amour que tu portes à ta fille. Cela n'a rien à voir avec l'argent, n'est-ce pas? M'aurais-tu seulement remarqué si tu n'avais pas été à la recherche d'un nouveau projet à soutenir? Ces mots,
étaient cruelles, et il le sut dès qu'ils sortirent de sa bouche, mais il ne pouvait plus les retirer. Il voulait la blesser comme il se sentait blessé. Il voulait qu'elle ressente la douleur de son humiliation. Son visage se décomposa, des larmes coulaient maintenant sur ses joues. Elle n'a pas essayé de se défendre davantage. Elle est restée là, absorbant le coup. Le silence qui a suivi était lourd, suffocant, rempli des débris de ce qu'ils avaient construit. « Je ne t'ai jamais considéré comme un projet », a-t-elle murmuré. « Je te considérais comme un ami, peut-être plus. » Il secoua simplement la tête, lui tournant le dos, incapable de regarder ses larmes, incapable d'affronter la possibilité qu'il ait eu tort. « Je pense que tu devrais partir », dit-il d'une voix neutre. Elle resta là pendant un long moment déchirant. Puis elle se retourna et sortit du garage, le bruit de ses pas s'estompant sur le gravier. La porte se referma derrière elle, laissant Léo seul dans un silence soudain et oppressant. L'odeur de la sueur se mêlait à celle, amère, du regret. La vie après Clara était une étude en gris. Le soleil se levait toujours, le café était toujours préparé, et le travail dans le garage continuait, mais la couleur avait disparu du monde de Léo. Il traversait ses journées comme un fantôme. Ses gestes étaient mécaniques, son cœur était un espace vide et douloureux dans sa poitrine. Il termina le mobile pour l'hôpital, ses mains bougeant avec une habileté qui semblait déconnectée de son âme. Les oiseaux en bois étaient techniquement parfaits, leurs ailes sculptées avec précision, leurs formes poncées pour obtenir une finition impeccable, mais ils étaient sans vie. L'étincelle, l'essence indéfinissable qui rendait ses œuvres précédentes si spéciales, avait disparu. Il livra les pièces finies dans les délais, ses interactions avec la fondation de l'hôpital étant brèves et professionnelles. Il ne mentionna jamais le nom de Clara, et eux non plus. Le chèque final arriva par la poste, une autre somme astronomique qu'il déposa sur son compte bancaire sans la moindre joie. Cet argent lui rappelait constamment son souvenir amer, le mensonge, son propre cœur naïf et plein d'espoir. Maya ressentait ce changement de manière particulièrement aiguë. Son père était là, mais il n'était pas là. Il ne riait plus autant. Il ne racontait plus d'histoire pendant qu'il sculptait. Il était une version silencieuse et triste du père qu'elle connaissait. « La dame aux oiseaux reviendra-t-elle un jour ?» demanda-t-elle un soir au dîner, d'une voix faible et hésitante. La main de Léo se figea, sa fourchette suspendue au-dessus de son assiette. « Je ne pense pas, ma puce, » répondit-il, d'une voix douce mais ferme, d'un ton qui décourageait toute autre question. Maya ne posa pas d'autres questions, mais une ombre vint assombrir son esprit joyeux. Elle cessa de laisser ses grues en origami sur l'établi de l'atelier. Elle jouait moins souvent avec Pip, le roitelet. La maison devint plus calme, le silence entre eux rempli du nom tacite de la femme qui leur manquait à tous les deux. Léo essaya de combler le vide. Il emmena Maya au parc, à la bibliothèque, au zoo. Il lui acheta de nouveaux livres et du matériel artistique. Il essaya d'être à la fois père et mère, ami et compagnon de jeu. Mais il ne parvint pas à reproduire la chaleur naturelle et facile que Clara avait apportée dans leur vie. Il ne pouvait pas imiter la lumière qu'elle avait fait naître en eux deux. Un après-midi, en rangeant un tiroir, il trouva un petit morceau de papier plié. C'était l'un des croquis de Clara, un dessin rapide et simple représentant un moineau qu'elle avait laissé lors d'une de ses visites. Il le déplia, ses doigts suivant les délicates lignes tracées au crayon. Ce n'était qu'un oiseau sur un bout de papier, mais il était si plein de vie, si plein d'ailes. Il s'effondra sur le sol, le croquis dans les mains, et le chagrin qu'il avait réprimé finit par éclater. Ce n'était pas seulement de la colère qu'il ressentait, c'était un sentiment de perte, une perte profonde et déchirante. Il l'avait repoussé. Il avait laissé son orgueil et sa peur ériger un mur si haut qu'elle ne pouvait l'escalader. Il l'avait accusé de le considérer comme un projet. Mais au final, c'était lui qui ne voyait pas au-delà de l'argent, au-delà du nom. Il avait laissé son véritable moi être obscurci par l'ombre d'1 milliard de dollars qu'elle projetait, et il étouffait dans le monde solitaire et silencieux qu'il avait choisi. Clara était assise dans le silence stérile de la salle du conseil d'administration d'Ashworth Global, un fantôme à la tête d'une longue table polie. La pièce était remplie d'hommes en costume sombre, le visage sombre, la voix grave, discutant de rapports trimestriels et de projections de marché. Elle était physiquement présente, sa posture parfaite, son expression un masque soigneusement construit de compétences neutres, mais son esprit était à des kilomètres de là, dans un garage poussiéreux qui sentait le cèdre et l'espoir. Elle était revenue dans son monde, celui qu'elle avait fui autrefois, puis auquel elle était revenue. Il était exactement comme dans ses souvenirs, froid, exigeant et totalement dépourvu de joie.
Les journées se succédaient dans un brouillard de réunions, de conférences téléphoniques et de décisions stratégiques qui affectaient des milliers de personnes, mais qui ne la touchaient pas de manière significative. Charles Devon était de retour dans son orbite, une présence constante et narquoise au bord de son champ de vision. Il avait été associé dans une entreprise rivale, et leur vie personnelle et professionnelle avaient autrefois été profondément et désastreusement liées. Après leur rupture publique, il s'était donné pour mission de la discréditer, menant une campagne lente et patiente de guerre d'entreprise. Aujourd'hui, le conseil d'administration d'Ashworth, sentant sa distraction et sa vulnérabilité, l'avait engagé comme consultant, une décision qui constituait une menace à peine voilée. Il l'observait de l'autre côté de la table, les yeux brillants d'une cruauté triomphante. Il savait qu'elle était blessée et il tournait autour d'elle comme un requin qui avait senti le sang. Elle l'ignora, se concentrant sur les papiers devant elle, mais sa présence était un rappel constant de ses échecs passés, de son propre manque de jugement à avoir fait confiance à quelqu'un de manière aussi aveugle. Son appartement, un penthouse minimaliste surplombant la ville, ressemblait moins à un foyer qu'à une prison magnifiquement conçue. Le silence était absolu, seulement rompu par le bourdonnement lointain de la ville en contrebas. Elle avait tout ce que l'argent pouvait acheter, l'art, le confort, la sécurité, mais elle se sentait profondément et douloureusement seule. Le rire de Maya lui manquait, l'odeur de l'atelier de Léo lui manquait, le goût du fromage grillé brûlé lui manquait, l'homme qui la regardait elle et non son compte en banque lui manquait. Un soir, elle se retrouva dans son studio, un espace qu'elle n'avait pas fréquenté depuis des mois. Ses croquis étaient toujours épinglés au mur, les oiseaux toujours figés en plein vol. Elle prit un crayon à charbon dont la texture lui était à la fois familière et étrangère. Elle essaya de dessiner, mais sa main était raide, ses traits sans vie. La magie avait disparu. Elle avait vécu dans un petit garage avec un homme qui pensait qu'elle n'était que Clara. Elle posa le crayon et se dirigea vers la baie vitrée, contemplant l'étendue scintillante de la ville. Elle avait bâti un empire, mais elle s'était perdue dans le processus. Léo l'avait accusée de jouer un rôle, et il avait raison. Elle avait joué le rôle de Clara Ashworth, la puissante et intouchable héritière, pendant si longtemps qu'elle avait oublié comment être quelqu'un d'autre. Mais dans une petite ville sans prétention, pendant quelques brèves et belles semaines, elle s'en était souvenue. Elle n'était que Clara, et elle ne s'était jamais sentie aussi réelle. C'était la vie qu'elle voulait, la personne qu'elle voulait être. Mais elle avait laissé la peur et l'orgueil blessé d'un homme l'en éloigner. La question était maintenant de savoir si elle aurait le courage de se battre pour revenir. On frappa à la porte tard dans la soirée, doucement mais avec insistance. Léo n'attendait personne. Il ouvrit la porte et trouva un coursier, un jeune homme en uniforme impeccable, tenant une boîte rectangulaire plate. Il n'y avait pas d'adresse de retour, juste son nom imprimé dans une élégante écriture familière. Il prit la boîte, le cœur battant lentement et lourdement. Il l'apporta à la table de la cuisine et coupa soigneusement le ruban adhésif. À l'intérieur, niché dans un lit de papier de soie, se trouvait un oiseau en bois. C'était un renne finement sculpté, les ailes à demi déployées, la tête inclinée avec un air de curiosité tranquille. C'était une réplique parfaite de Pip, celui qu'il avait sculpté pour Maya. Mais celui-ci était différent. Il était fait d'un bois de noyer sombre et riche, et autour de sa petite patte se trouvait un simple anneau en argent gravé d'un seul mot, « Sorry ». Il sortit l'oiseau de la boîte, son poids familier dans la paume de sa main. Il le retourna. Sur le dessous, gravé dans le bois, se trouvait un petit Clara élégant. Il s'effondra dans un fauteuil, l'oiseau en bois serré dans sa main. Ce n'était pas un geste grandiose, ce n'était ni un chèque ni un contrat. C'était une œuvre d'art, un morceau de son cœur. C'était une excuse dans une langue qu'ils comprenaient tous les deux. C'était elle qui tendait la main par-delà le fossé qui séparait leurs deux mondes, s'adressant à lui non pas en tant que milliardaire, mais en tant que sculpteur. Ce geste le bouleversa. Il brisa le dernier vestige de sa fierté et de sa colère, ne laissant que la vérité crue et douloureuse de son propre regret. Il avait eu tellement tort. Il avait été tellement aveuglé par ses propres insécurités qu'il avait repoussé la seule personne qui le voyait tel qu'il était vraiment. Il regarda l'oiseau et le mot parfait gravé sur sa patte. Désolé. C'était lui qui était désolé. Désolé pour sa cruauté. Désolé pour sa peur. Désolé d'avoir laissé partir la meilleure chose qui lui soit arrivée depuis des années. Il ne savait pas s'il était trop tard. Il ne savait pas si le mal était irréparable, mais il savait qu'il devait essayer. Il devait répondre à son geste par un geste de sa part. Le lendemain matin, il se rendit dans le garage. Il trouva le plus beau morceau d'érable qu'il avait,
un morceau dont le grain coulait comme de l'eau, et il se mit à sculpter. Clara était en pleine réunion tendue du conseil d'administration lorsque son assistant l'interrompit, le visage pâle. « Mademoiselle Ashworth, vous avez un colis. Il est dans le hall. » Clara fronça les sourcils. « Je n'attends rien. Il a dit que c'était personnel, » murmura l'assistant. Il a insisté pour le monter lui-même. Charles Devon sourit d'un air narquois de l'autre côté de la table. Un autre prétendant. « Clara, fais plus attention dans le choix de tes menuisiers cette fois-ci. » Clara lui lança un regard qui aurait pu geler le feu, puis se leva et quitta la pièce, laissant le conseil dans un silence stupéfait. Dans le hall, debout près de l'imposante réception en marbre, se tenait Léo. Il tenait dans ses bras un gros objet enveloppé dans un tissu. Il semblait complètement déplacé dans l'univers froid et impersonnel de la tour Ashworth, avec sa chemise en flanelle usée et ses bottes de travail. Il avait l'air fatigué, nerveux, mais déterminé. Il ressemblait à l'homme dont elle était tombée amoureuse. Elle s'avança vers lui, le cœur battant. « Léo, que fais-tu ici ? »« J'ai ton oiseau, » dit-il à voix basse. « Je suis venu livrer le mien. » Il déballait soigneusement l'objet. C'était une sculpture représentant deux mains, l'une grande et calleuse, l'autre fine et élégante. Les mains étaient jointes, tenant entre elles un jeune arbre fragile. C'était un chef-d'œuvre, une œuvre d'art magnifique qui évoquait le lien, le partenariat, la nouvelle croissance. « C'est pour toi, » dit-il. « C'est mes excuses. J'ai été idiot, Clara. J'avais peur, j'étais fier et je t'ai repoussé. J'avais tellement peur de ton monde que je ne te voyais plus. Je suis vraiment désolé. » Elle fixa la sculpture, les yeux remplis de larmes. Elle tendit la main et suivit du doigt les lignes des mains sculptées, s'attardant sur l'espace où elles se rejoignaient. « C'est magnifique, » murmura-t-elle. « Non, » dit-il en la regardant enfin dans les yeux, le regard à vif et vulnérable. « C'est sincère. » À cet instant, le bruit de leurs deux mondes s'évanouit. Il n'y avait plus de salle de réunion, plus de comptes bancaires, plus de gros titres. Il n'y avait plus que deux personnes, un homme et une femme, debout dans un hall en marbre, s'offrant mutuellement leur cœur brisé et plein d'espoir. « Tu me manques, » dit-elle, la voix brisée. « Tu me manques aussi, » répondit-il. « Plus que je ne peux le dire, » comprirent-ils tous deux en silence. Un accord tacite se forma entre eux. Ce n'était pas une fin, mais un nouveau départ, plus sincère. Ils quittèrent ensemble la tour Ashworth, laissant derrière eux la sculpture, la réunion du conseil d'administration et le visage suffisant de Charles Devon. Ils sortirent dans la lumière du soleil, non pas en tant que milliardaires et charpentiers, mais en tant que Léo et Clara. Ils ne savaient pas ce que l'avenir leur réservait. Ils savaient que ce serait compliqué, que leurs deux mondes ne fusionneraient pas facilement. Mais pour la première fois, ils étaient prêts à y faire face ensemble. Leur premier pas fut modeste. Ils se rendirent dans un café tranquille et sans prétention à quelques pâtés de maison de là, un endroit avec des chaises dépareillées et l'odeur du pain frais. Ils restèrent assis pendant des heures à discuter, à vraiment discuter. Pour la première fois, il lui parla de ses peurs, de ses insécurités, du poids écrasant d'essayer d'être à la hauteur pour Maya. Elle lui parla de sa solitude, de la pression étouffante de l'héritage de sa famille, de la trahison qui lui avait appris à ne jamais faire confiance à personne. Ils ont mis leurs blessures sur la table et, au lieu de se juger, ils se sont écoutés, ils se sont compris. Ce fut un processus de reconstruction lent et patient. Clara a commencé à passer ses week-ends dans sa petite maison, non pas en tant que visiteuse, mais comme faisant partie de leur vie. Elle et Maya passaient des heures dans le jardin à planter des fleurs. Elle s'asseyait dans le garage pendant que Léo travaillait, non pas en tant que cliente, mais en tant que partenaire, lui proposant des idées, esquissant des croquis, ou parfois simplement lui offrant une présence calme et constante. Elle n'a jamais essayé de le changer, lui ou son monde. Elle ne lui a pas proposé de lui acheter une maison plus grande ou un camion plus luxueux. Elle savait que ce qu'il avait construit de ses propres mains avait plus de valeur que tout ce qu'elle pouvait acheter. Au lieu de cela, elle a investi en lui. Elle a vu le potentiel de son art discret, la magie de ses mains. Ensemble, ils ont élaboré un plan. Il ne s'agissait pas d'un rachat d'entreprise, mais d'un partenariat. Ils ont décidé d'ouvrir une petite galerie haut de gamme dans la ville, un espace dédié à la présentation du travail d'artisans autodidactes inconnus comme Léo. Ce serait un lieu qui privilégierait le cœur plutôt que le battage médiatique, l'artisanat plutôt que la production de masse. Clara le financerait. Son sens des affaires lui permettrait d'en assurer la structure. Mais Léo en serait l'âme, le conservateur, l'esprit directeur. Il trouverait les artistes, les autres créateurs discrets, travaillant dans des garages poussiéreux et des ateliers oubliés, et il leur donnerait la chance qu'ils n'avaient jamais eue.
Le projet leur donnait un objectif commun, un terrain d'entente où leurs deux mondes pouvaient se rencontrer et créer quelque chose de nouveau et de beau. C'était un pont construit sur la confiance et le respect mutuel. Bien sûr, cela n'a pas été facile. Au début, la presse était implacable. Les gros titres mêlaient spéculations cyniques et récits de contes de fées sirupeux. L'héritière milliardaire finance la galerie d'art de son petit ami charpentier. Charles Devon et ses alliés au conseil d'administration ont tenté de présenter cela comme un projet futile, un autre signe de l'instabilité émotionnelle de Clara. Mais cette fois-ci, Clara n'a pas fui. Elle a tenu bon. Avec Léo à ses côtés, elle a affronté le conseil d'administration, la presse, le monde entier. Elle n'a pas parlé de marge bénéficiaire, mais d'objectifs. Elle a parlé de l'importance d'investir dans le potentiel humain, de créer quelque chose qui nourrit l'âme, et pas seulement les résultats financiers. Sa conviction était inébranlable. Et peu à peu, le discours a commencé à changer. Les gens ont commencé à voir non pas un scandale, mais une histoire de connexion authentique. Ils ont vu une femme qui utilisait son pouvoir non pas pour son profit personnel, mais pour aider les autres à s'élever. Ils ont vu un homme dont la dignité tranquille et l'immense talent étaient enfin reconnus. Ils ont vu un partenariat fondé non pas sur la commodité, mais sur l'amour. La galerie, qu'ils ont baptisée Wood Wren, a ouvert ses portes par une fraîche soirée d'automne. L'espace était magnifique, avec ses lignes épurées, son éclairage chaleureux et ses matériaux naturels. Il était rempli d'œuvres d'art époustouflantes, sculptures, poteries, textiles tissés à la main, provenant d'artistes que Léo avait découverts au cours de ses voyages. Au centre de la galerie, sur un simple piédestal, se trouvait sa propre sculpture représentant deux mains jointes. C'était le cœur de l'exposition, le symbole de leur parcours. Léo, vêtu d'un costume simple mais bien ajusté que Clara avait insisté pour lui acheter, se tenait près de l'entrée pour accueillir les invités. Il était nerveux, mais il n'avait pas peur. Il était à sa place ici. C'était un monde qu'il avait contribué à construire. Clara se déplaçait dans la pièce avec une grâce naturelle, le sourire sincère, les yeux brillants de fierté. Elle n'était pas Clara Ashworth, l'héritière. Elle était Clara, la compagne de Léo. Plus tard dans la soirée, alors que la foule s'était clairsemée, ils se tenaient ensemble devant sa sculpture. Maya, qui avait passé la soirée à charmer tous les invités, dormait sur un petit canapé dans le bureau, le renne blotti sous son bras. « Nous avons réussi », dit-il, la voix chargée d'émotion. Il lui prit la main, ses doigts calleux entrelaçant ses doigts élégants. « Non », dit-elle en appuyant sa tête sur son épaule. « Nous ne faisons que commencer. » Oh non, non, et non. La lumière dans la galerie était douce, les lumières de la ville scintillant à travers la grande fenêtre avant. Ce n'était pas une fin de conte de fées, c'était une fin réelle, désordonnée et compliquée, et plus belle que ce qu'aucun d'eux n'aurait pu imaginer. C'était la preuve que parfois, les choses les plus précieuses dans la vie ne sont pas celles que l'on achète, mais celles que l'on construit ensemble.